Laurent Alexandre, bonjour et bienvenue au Big Bang du Figaro. Bonjour. Vous êtes chirurgien, vous êtes entrepreneur, spécialiste des nouvelles technologies et vous êtes également essayiste. Après La mort de la mort, un livre qui avait fait beaucoup de bruit il y a quelques années, vous avez sorti il y a quelques mois un livre qui s'appelle La guerre des intelligences. Là aussi, on en parle beaucoup. Il a vocation à expliquer comment l'intelligence artificielle finalement est en train de bousculer l'intelligence biologique et donc l'éducation de nos jeunes enfants. Donc bienvenue et franchement une première question qu'on se pose, pourquoi alors qu'on parle d'intelligence artificielle dans plein de domaines, pourquoi vous avez décidé de faire un livre sur l'intelligence artificielle et l'éducation? L'intelligence artificielle, elle va bouleverser l'éducation de deux façons. D'abord parce qu'elle concurrence les enfants que produit l'intelligence, que produit l'école, c'est-à-dire l'école produit des cerveaux biologiques qui vont être en concurrence avec l'intelligence artificielle dans les décennies qui viennent. Et puis, d'autre part, l'école va se servir de l'intelligence artificielle progressivement dans les 10-20 ans qui viennent pour améliorer l'éducation et pour personnaliser l'éducation en fonction des caractéristiques cognitives de chaque enfant, ce qu'on appelle l'adaptative learning. Et donc ce double mouvement, cette double relation entre l'intelligence artificielle et l'école va bouleverser cette institution. Et vous pensez que l'école est en mesure de bouger? Parce que dans votre livre, quasiment au début de votre livre, finalement, vous dites que l'école est dépassée en tant qu'outil de transmission. Vous dites que c'est dépassé. Pourquoi vous dites ça? L'école a un rythme lent. Oui. Et puis l'école produit des cerveaux qui durent très très longtemps. Les enfants qui sont entrés en maternelle à la dernière rentrée, ils seront encore sur le marché du travail à l'aube des années 2080. Donc l'école forme des enfants qui vont devoir se battre avec des formes d'intelligence artificielle qu'on ne connaît pas encore et qui seront extrêmement sophistiquées dans le futur. Et les enfants, on ne les prépare pas à l'intelligence artificielle de 2040, de 2050, de 2060. D'autre part, l'école n'a pas beaucoup bougé. Oui. C'est une institution à l'échelle mondiale sur laquelle on a très peu investi. On a beaucoup moins investi en recherche en pédagogie qu'en recherche biomédicale. Vous voyez, sur le cancer du sein, sur le cancer du poumon, en recherche, on a investi des dizaines de milliards de dollars. Sur la recherche en éducation, on investit extrêmement peu. Comment ça s'explique? Ça n'était pas prioritaire. C'est-à-dire qu'en réalité, d'améliorer l'éducation, et notamment l'éducation des gens des catégories sociales défavorisées, n'a jamais été une priorité parce que l'économie du XXe siècle avait besoin de beaucoup de travailleurs manuels, avait besoin d'ouvriers, avait besoin de gens non qualifiés. Et de façon très cynique, la société s'est très bien arrangée avec une école à deux vitesses. Pourquoi alors? Les révolutions industrielles ne datent pas d'aujourd'hui. On est en train de vivre un grand mouvement avec le numérique, mais on a eu une première révolution industrielle au début du 19e, une à la fin du 19e, donc des bouleversements technologiques importants dans notre société sans que ça change finalement la façon d'enseigner. Pourquoi vous pensez qu'à l'heure de l'IA, on doit réadapter la façon d'enseigner? La profonde révolution en 1880-1910, elle a finalement conduit à transformer des agriculteurs, des paysans en ouvriers. Mais elle n'a pas changé le besoin en qualification, pas radicalement. Alors qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle va concurrencer progressivement de plus en plus de travailleurs. On voit même des intelligences artificielles qui analysent une radio mieux qu'un radiologue, et des intelligences artificielles qui conduisent un camion mieux qu'un camionneur. Donc ce dépassement d'une partie des travailleurs par l'intelligence artificielle est quelque chose de nouveau et nécessite qu'on réorganise la formation de manière à ce que nos enfants et nos petits-enfants soient non pas substitués par l'intelligence artificielle, mais complémentaires. D'accord. Je reviens sur ce qu'on va enseigner, ou comment on va l'enseigner. En gros, un enseignant, qu'est-ce qu'il devra tenter d'enseigner en 2050, par exemple? C'est un des thèmes que vous abordez. Qu'est-ce qu'on va enseigner, finalement? Ce qu'on va enseigner dans le futur, c'est d'être bon là où l'intelligence artificielle est mauvaise. C'est-à-dire d'avoir de l'esprit critique que l'intelligence artificielle n'a pas, d'être transversal, d'être multidisciplinaire, d'être capable de travailler en groupe pour aborder un sujet sous de multiples angles. C'est ça qui fait notre supériorité face à l'intelligence artificielle. Et c'est ça que nous devons enseigner à nos enfants. À l'inverse, tout ce qui est très technique, très spécialisé, sera mieux fait par l'intelligence artificielle que par nous. Et il faut plutôt en éloigner nos enfants. C'est pour ça qu'à titre personnel, je ne suis pas favorable à la généralisation de l'enseignement du code informatique à l'école. D'accord. Et les langues, par exemple, quand on pourra avoir des machines Même s'il y a des machines à traduire,
Les langues, on sait que ça a des conséquences très positives sur le cerveau. Il semble même d'ailleurs que ça protège contre l'Alzheimer, d'être bilingue ou multilingue. Donc l'apprentissage des langues n'est pas uniquement opérationnel, c'est aussi un truc qui aide le cerveau, qui est un dopant pour le cerveau. Donc je ne suis pas sûr que même si on a des intelligences artificielles traductrices demain, il faudra abandonner l'enseignement des langues. Tout l'apprentissage par cœur, le stockage, on a appris à stocker, on apprenait des cours d'histoire, on bachotait, on apprenait des choses par cœur. Aujourd'hui, avec notre smartphone, où on a une espèce déjà d'outil qui peut stocker énormément d'informations, est-ce que là aussi, on va être tenté de continuer à nous enseigner l'apprentissage de la mémorisation, finalement? Il faut forcément mémoriser. C'est-à-dire que si nous ne mémorisons rien, nous aurons des atrophies de certaines zones cérébrales. Et puis, pour pouvoir accéder très vite aux informations, il vaut mieux les avoir dans le cerveau que dans Google. On ne peut pas être multidisciplinaire si on ne sait rien. Il n'y a pas d'intelligence s'il y a zéro mémoire. En tout cas, c'est difficile. Donc il va falloir garder la mémorisation et ce serait une erreur de penser que nos enfants peuvent être totalement incultes, car quand on n'a pas de mémoire propre, on est totalement dépendant des géants du numérique et ce n'est plus nous qui pensons, c'est Google qui pense quand on n'a plus rien dans notre cerveau et tout dans Google. Oui, d'accord. Est-ce que le format d'enseignement va évoluer également? Vous le disiez, finalement, ça fait un siècle qu'il y a des salles de classe avec un sachant qui enseigne à de nombreux enfants ou jeunes personnes en face de lui. Est-ce que ça va changer avec ces outils-là? Alors, il serait totalement naïf de penser que le prof de demain, c'est un ordinateur face auquel on met les gamins. L'éducation de demain, elle va utiliser probablement trois outils. Des professeurs charismatiques et storytellers pour motiver les enfants et leur faire aimer la connaissance, des technologies électroniques comme les MOOC, et puis l'intelligence artificielle pour pouvoir personnaliser l'enseignement en fonction des caractéristiques intellectuelles des enfants, de leurs caractéristiques cognitives, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire l'adaptative learning. C'est ce mélange-là qui fera une école qui rendra les enfants successful et épanouis. On va avoir une difficulté qui va persister, hein, c'est que l'école de 2018 ne sait pas réduire les inégalités intellectuelles, et les inégalités intellectuelles, elles sont la source dans une économie de la connaissance de toutes les inégalités sociales et économiques. Donc cette nouvelle école, il va falloir qu'elle travaille beaucoup, qu'elle fasse de la recherche pour comprendre pourquoi les enfants les moins doués progressent peu à l'école, de manière à diminuer les inégalités intellectuelles dans le futur. Et les études récentes ne sont pas très rassurantes. Plomine, hein, le grand spécialiste de la cognition, a montré récemment que même la lecture était très largement génétique et non pas environnementale. Si les parents qui lisent bien ont des enfants qui lisent bien, c'est pas parce qu'ils leur ont transmis l'amour de la lecture et qu'ils leur ont donné des livres, c'est parce qu'ils leur ont transmis des variants génétiques qui favorisent la bonne lecture. Et ça, c'est terrible. Ça veut dire qu'il y a des inégalités d'origine génétique, y compris dans le domaine de la lecture, et que même avec la meilleure volonté possible, on va avoir les meilleurs profs auront du mal à réduire les inégalités de lecture, car une part n'est pas acquise, une part est innée. C'est une mauvaise nouvelle que des choses comme la lecture soient aussi fortement génétiques. D'accord, donc ça veut dire aussi que dans l'enseignement, ou en tout cas dans l'évolution de l'individu dans les décennies qui viennent, pour améliorer la connaissance, pour améliorer le QI, je ne sais pas, est-ce qu'il va y avoir un développement de la génétique? Comment vous voyez ça? Alors Plomine propose justement qu'on se serve de la génétique pour aider les gamins, c'est-à-dire qu'on repère les gamins qui ont des variants génétiques qui vont pas leur faciliter la lecture, qui vont leur rendre la lecture difficile, et qu'on mette le paquet sur ces gamins-là. Donc c'est une sélection génétique, non pas pour stigmatiser, mais au contraire, pour renforcer l'enseignement et pour dépister très tôt les difficultés qui vont apparaître chez ces gamins moins favorisés sur le plan génétique. Ça pose bien sûr des problèmes éthiques, moraux, philosophiques énormes, surtout dans un pays comme la France où la plupart des gens pensent que l'intelligence et les capacités cognitives sont acquises et pas du tout d'origine génétique. Il y a un consensus en France et on est probablement le dernier pays au monde
à penser que l'intelligence n'est pas génétique. Parce que vous dites dernier pays au monde, quand vous observez, il y a déjà des pays qui travaillent à... L'Asie n'a aucun tabou sur la génétique de l'intelligence, et on sait qu'il y a des pulsions eugénistes extrêmement fortes de la Californie à la Chine. Ça va poser des problèmes moraux énormes, mais comme vous le savez, les principes moraux, les principes éthiques ne sont pas les mêmes à Paris et à Shenzhen. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on va vraiment vers une course au QI et à laquelle personne n'échappera ou pas? Déjà, on va à une course à l'intelligence artificielle. Heureusement, l'intelligence artificielle, elle a beaucoup de lacunes, elle est moins forte que nous dans pas mal de domaines, donc nous allons rester meilleurs que l'intelligence artificielle dans le management de la complexité, de la transversalité, etc. Mais il va y avoir, pour les travailleurs les moins qualifiés, les moins formés, il va y avoir un vrai problème dans cette course au QI. Comment va-t-on reconvertir les chauffeurs routiers? Nous n'en avons aujourd'hui pas la moindre idée. Donc il y aura une course entre l'intelligence artificielle et puis les cerveaux biologiques, et les gens les moins doués, les moins bien formés, les moins plastiques sur le plan intellectuel risquent d'être dans une extrême difficulté dans 2 ou 3 décennies lorsque l'intelligence artificielle va se mettre à galoper. Après, oui. Est-ce qu'il va y avoir une course à l'intelligence entre les êtres humains? C'est probable. On voit que certains pays d'Asie, comme Singapour, s'enorgueillissent d'avoir le meilleur QI moyen au monde, 108, s'enorgueillissent d'être numéro 1 mondial dans PISA et d'avoir un niveau de vie qui est presque le double du niveau de vie des Français. J'ai peur que l'Europe ne voit pas arriver cette course à l'intelligence et ne comprenne pas qu'alors que nous sommes repus, tranquilles, zen, l'Asie veut prendre sa revanche et qu'elle veut prendre sa revanche justement par la guerre des intelligences. Vous ne croyez pas finalement que l'intelligence artificielle finalement soit un facteur de réduction de l'intelligence biologique? Enfin, je veux dire qu'on se repose sur des machines qui pensent dans plein de domaines et que le développement intellectuel classique tente avec la paresse à baisser ou... C'est un danger. Si on laisse nos enfants chercher systématiquement sur Google une information au lieu de la mémoriser, ils auront demain une moins bonne mémoire. On sait que le fait de mémoriser, d'apprendre par cœur, augmente la mémoire. Donc c'est à l'école, c'est aux parents de refuser cette paresse et de pousser les enfants à faire des efforts intellectuels. Il est clair qu'il est très tentant pour un gamin de passer 8 heures par jour sur Snapchat. Il vaudrait mieux qu'il les passe à lire des livres au format numérique ou au format papier, ça n'a pas d'importance. Oui. Il y a une éducation du numérique à avoir qui est fondamentale. Il va falloir maintenir le sens de l'effort intellectuel. Il y a un danger, c'est que les gamins des milieux pas très favorisés passent leur journée sur Snapchat pendant que les gamins de la haute bourgeoisie continuent à lire Kant. Dans votre livre, ce qu'on ressent, c'est que finalement, il y a un mouvement inéluctable. J'ai envie de dire, même entre nous, on se dit que ça ne fait pas forcément toujours rêver le monde que vous êtes en train de nous décrire, tel que vous l'imaginez. Alors, il y a peut-être un élément, c'est face à ce côté inéluctable, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que les hommes réussiront à modifier ce mouvement et que ce n'est pas ce que vous décrivez qui va survenir ? Moi, je n'exclus pas la révolution. Je suis comme le patron de Google dans son interview récente au Guardian, où il dit « Est-ce que les êtres humains veulent que la technologie aille aussi vite qu'elle va aujourd'hui ?» Il pose la question et il y répond d'ailleurs quasiment négativement. Moi, je m'interroge sur la capacité d'absorption de ce choc technologique par les êtres humains. Nous sommes face à un vertige technologique, avec des inégalités qui risquent d'être énormes si on ne diminue pas les inégalités intellectuelles. Moi, je n'exclus pas des processus révolutionnaires. Et je pense d'ailleurs que les inégalités de quotient intellectuel sont incompatibles demain avec la démocratie. Comment faire vivre ensemble des gens qui auront des capacités intellectuelles très différentes si demain, les capacités intellectuelles à l'ère de l'intelligence artificielle et du big data entraînent des inégalités sociales et économiques majeures. On voit déjà aux États-Unis que les non-diplômés ont une baisse de leur espérance de vie et ça commence en Angleterre. Donc on voit bien que le fait d'être inadapté face à la société de la connaissance et du big data
pose des problèmes au-delà du marché du travail, et ça pose même des problèmes de santé. Donc est-ce que si on a des écarts de plus en plus importants entre une petite élite intellectuelle et le reste de la population, est-ce qu'on peut garder la démocratie? Ce n'est pas certain. 40% des Français, dans un sondage récent, souhaiteraient un régime autoritaire. La description faite par Harari dans Homo Deus des dieux et des inutiles, gods and useless, des dieux qui maîtrisent l'intelligence artificielle pendant que les autres sont remplacés par l'intelligence artificielle, est un cauchemar qui n'est pas impossible et qu'il faut éviter. Et si nous ne l'évitons pas, l'intelligence artificielle entraînera une révolution politique et modèle 1793, pas modèle 1789. Très bien. Laurent Alexandre, merci beaucoup.